c'est sympa. Hello les amis, je suis très heureux de faire ce webinaire avec vous. Donc, comme tous les vendredis, le webinaire Entrepreneur, comment trouver et fidéliser ses clients. Et j'ai une énorme chance de recevoir aujourd'hui Madly Shening-King. Voilà, elle a accepté au pied levé. Merci Madly, elle n'a pas déjeuné. Elle est en rendez-vous client. Voilà, donc elle était en train de trouver ou fidéliser des clients d'ailleurs. Et puis, voilà, elle a embarqué comme ça sur le webinaire. Donc, merci pour ceux qui sont là d'être présents. Vous aurez de toute façon le replay. On avait pratiquement 150 personnes inscrites pour ce webinaire. Donc, tu vois, Madly, il était attendu. Et donc, vous aurez le replay de toute façon pour ceux qui participent et puis aussi ceux qui se sont inscrits et pour recevoir simplement le replay parce que l'horaire ne convenait pas. Alors, aujourd'hui, on a une thématique qui est complètement clé. Parce que si on n'a pas de clients, ben, on n'a pas de business. Et moi, il y a une entrepreneur que j'admire beaucoup, que j'apprécie beaucoup. On a pas mal échangé et on se raconte souvent nos histoires d'entrepreneurs. Ben, c'est Madly Shening-King. Donc, Madly, bienvenue. Voilà, dis-nous tout, dis-nous qui tu es. Et puis, on va faire un petit échange comme ça sur toi, en tout cas, comment, dans ton parcours d'entrepreneur, tu as adressé cette problématique de trouver et fidéliser tes clients. Mais déjà, qui es-tu? Même si tu es ultra connu, qui es-tu? Présente-toi à ta communauté. Donc, notre communauté, c'est essentiellement voilà, des personnes de la diaspora, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Voilà. Ok, merci à tous, merci Manuel de m'avoir invité. C'est plutôt lui qui me sert de mentor pour le coup, sans flatterie, donc je suis très contente. Ce week-end encore, cette semaine encore, je lui ai posé des questions et voilà, son approche est toujours intéressante. Je suis Madly Shening-King, je suis martiniquaise et je suis à la tête de la société Majorine. Majorine a été créée en 2016 et en fait, il y a eu deux parties. Une première partie sur une activité et là, on a pivoté. Et aujourd'hui, j'ai deux casquettes, si je puis dire. Donc, un volet événementiel avec l'organisation, la commercialisation, la conception d'événements pour notre propre compte, donc pas pour compte de tiers. Ce sont essentiellement des salons, des conférences. Et le deuxième volet, qui est plus récent, ce sont des visites guidées thématiques et gourmandes à Fort-de-France. Voilà. Ok. Alors, comme d'habitude, mais ça, je m'y attendais, Madly est hyper humble et modeste. Mais heureusement, j'ai prévu les questions. Donc, dis-nous vraiment. Dis-nous vraiment. Alors, du coup, parce que moi, voilà, je tiens à vous dire qu'un jour, je suis revenu et je suis allé sur le salon Welcome à la maison. Donc, c'est Madly qui a inventé ce salon que tu as déployé en Martinique et en Guadeloupe, hein, c'est ça? C'est ça. Et quand j'y arrivé, j'ai fait waouh, mais j'avais l'impression qu'il y avait toute la Martinique et je me suis dit, tiens, c'est pas la Baca. Pas Et donc encore. voilà, donc j'étais hyper impressionné et je sais que tu fais plein d'autres choses. Donc donne-nous des détails un petit peu, par exemple, sur voilà, l'événement Welcome à la maison, ce que c'est, à qui ça s'adresse, c'est quoi la promesse? Alors du coup, Welcome à la maison, c'est un événement que j'ai créé en 2017. Moi, mon parti pris, en tout cas, c'est à la fois de concevoir le concept de l'événement, de l'organiser, de le commercialiser. Comme ça, je m'inscris sur toute la ligne. Et Welcome à la maison, c'est né en 2017 d'un constat simple, c'est qu'il y avait une demande qui était croissante pour les locations saisonnières, en tout cas en Martinique et en Guadeloupe, donc les villas, les appartements, les gîtes, etc. Et donc de la part des touristes ou des résidents. Et de l'autre côté, en fait, on avait pas mal de loueurs qui étaient pas du tout professionnalisés ou en tout cas en manque d'outils pour satisfaire cette clientèle-là. Et donc, du coup, c'est né de la conjonction, de la rencontre de ces deux constats-là. Welcome à la maison, ça a été le premier salon pour les loueurs saisonniers, les hébergeurs touristiques en Martinique et en Guadeloupe. On a lancé ça, comme j'ai dit, en 2017, d'abord en Martinique. En 2018, moi, j'ai voulu tout de suite aller sur la Guadeloupe pour faire les deux éditions en même temps. Rebelote, en 2019, on a refait Martinique, Guadeloupe. Et cette fois, on a ajouté aussi les trophées de la location saisonnière. 2020 et 2021, il y a eu le Covid, donc on n'a pas fait. Et 2022, j'espère refaire. C'est un événement sur lequel on reçoit en moyenne entre 300 et 400 personnes, essentiellement des loueurs saisonniers. Donc, c'est un public qui est extrêmement qualifié. Et en fait, c'est comme
une académie sur une journée où ils viennent et ils participent à des conférences, à des ateliers, ils ont des démonstrations, ils peuvent rencontrer des exposants, avoir du retour d'expérience, avec l'objectif soit de lancer leur projet, pour ceux qui ont déjà un terrain et puis qui hésitent, soit de développer, pour ceux qui sont déjà en activité, ou ceux qui sont déjà en activité, qui veulent aller plus loin, de développer leur patrimoine et voire de faire de l'optimisation fiscale. Dingue, 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 dingue. Et ça, ce n'est qu'une partie de ces activités. Hein. Donc, c'est ça qui est absolument incroyable. Moi, j'ai envie qu'on revienne un petit peu en arrière, parce que je me rappelle on avait déjeuné à Montparnasse, et tu étais à l'époque en train de réfléchir à sauter le pas de l'entrepreneuriat. Et ce qui est cool là dans la communauté, c'est qu'on n'a que des entrepreneurs en herbe, c'est qu'on n'a que des personnes qui étaient salariées à un moment donné, ou qui sont aujourd'hui sans emploi, mais pas à être là, à se croiser les bras, mais vraiment à réfléchir à comment maximiser du coup ce temps pour créer une entreprise qui soit rentable avec des clients fidélisés. Même si ce n'est pas le sujet, c'est toujours inspirant de comprendre comment on fait le saut. Parce que toi, tu as fait le saut du salariat. Je pense que tu avais quand même un emploi stable, très bien payé. Tu t'en sortais bien payé. Très bien payé. Bon, je t'envoie mon RIB alors si c'était trop bien payé que ça. En tout cas, bien payé. Et puis, hop, tu décides de faire le saut. Même si on ne va pas passer trop de temps dessus, mais c'est intéressant quand même pour moi de comprendre à ce moment-là, tu es dans quelle étape psychologique. Ça a été quoi aussi? Comment tu t'es préparé? Sur quelle idée tu pars? Comment tu te dis déjà que sur ce projet, tu vas trouver des clients, que tu vas pouvoir les fidéliser? Dis-nous tout, parce qu'en plus, tu ne nous as pas du tout parlé d'une newsletter absolument incroyable de veille tourisme que tu avais lancé déjà à cette époque-là. Enfin bon, dingue, vas-y, donne-moi un petit peu de retour en arrière là, d'informations. De storytelling. Donc, du coup, moi, je suis partie à Paris pour faire une partie de mes études. Après ma prépa, je fais tout mon cursus à Paris. Je fais un cursus en communication essentiellement. Je commence ma carrière, comme on dit, chez l'annonceur, donc chez Saint-Gobain, au pôle communication corporate, etc. Ensuite, je voulais voir de l'autre côté, donc je passe chez ce qu'on appelle l'agence. Donc là, on a un portfolio de clients dont on doit s'occuper sur des thématiques liées à la communication. Je fais 2 ans et en fait, je pense que c'est à la fois une conjonction de choses, c'est-à-dire que moi, je savais que finalement, l'entreprise où j'étais ne me donnait pas toute la liberté pour exprimer ce que je voulais faire. Donc, j'avais déjà beaucoup d'activités à l'extérieur finalement, où c'est là où je m'épanouissais le plus. Ensuite, en interne, donc on a eu une manager qui, moi, a commencé un peu à me casser les pieds. Et je pense que deux malcrabes ne restent pas dans un même trou. Et du coup, à ce moment-là, je commence à réfléchir au moins à quitter ma boîte ou à défaut créer ma propre société. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que pour sonder un peu la chose, je me suis mise en auto-entrepreneur et tout en étant salariée, voir si j'arrivais à avoir des clients. Donc là, c'était vraiment les prémices pour voilà, sentir un peu ce que je pouvais faire, ce qui était possible de faire, si j'arrivais à m'en sortir. J'ai fait beaucoup d'erreurs de ce point de vue. Alors déjà, gérer les deux, salariat et vie entrepreneuriale, c'est un rythme assez particulier puisque de 9h à 18h, voire 19h à Paris, j'étais au bureau et le soir, du coup, c'est là où je prenais tous mes rendez-vous ou le week-end. Donc, c'était un peu compliqué à gérer, mais je préparais un peu ma sortie. Comme je le disais, j'ai fait des erreurs dans le sens où, par exemple, j'avais pas assez réfléchi à ma gamme de produits ou de services. J'avais pas nécessairement réfléchi assez bien à ma grille tarifaire. Mon positionnement était flou, mais à l'époque, j'avais encore de la chance, c'est que les clients venaient plutôt simplement, plutôt naturellement, puisque j'avais un réseau, donc voilà. Et puis en 2015, fin 2015, début 2016, moi, j'ai quitté la boîte où j'étais salariée en me disant, ça y est, je me mets à mon compte, au moins le temps de voir venir. Donc, à ce stade-là, je ne suis pas encore tranchée. Peut-être qu'il me faut encore un job salarié ou pas. Mais il était temps. Il était temps. Et l'une des caractéristiques, je pense, de ma personnalité, c'est que je ne tourne pas en rond longtemps. C'est-à-dire qu'il me faut, une fois que j'ai réfléchi, ma décision est prise, c'est assez tranché. Je passe assez rapidement à l'action. Donc, c'est un avantage ou un inconvénient. Et donc là, je me lance d'abord en auto-entreprise pour proposer des prestations d'abord en communication.
Je suis en auto-entreprise. La première année, je crois que je fais 44 000 euros de chiffre d'affaires, mais en mode tranquille, tu vois. C'est-à-dire que je demande rien à personne. Ça se fait un peu naturellement. Les clients arrivent un peu Bon, naturellement. attends. Trop de choses, trop d'informations. Je suis obligé de t'arrêter parce qu'il y a trop de valeur. Il y a trop de valeur. Il faut qu'on revienne pour un petit peu revoir étape par étape. Alors, il y a déjà quelque chose que je trouve impressionnant, et ça va aider notre communauté. C'est que tu me dis que tu es en poste et que finalement, tu n'as presque pas à rechercher des clients, notamment par rapport à ton réseau. Alors, c'est quoi cette histoire de réseau? Qu'est-ce qui fait que ton histoire personnelle, alors que tu es salarié, tu as un réseau? Comment tu t'y es pris? Parce que globalement, là, on est en train de parler d'un concept qui est assez fort. Quand tu n'as pas besoin de chercher tes clients, c'est ce qu'on appelle en marketing l'inbound marketing, c'est que tes clients viennent à toi. Jérémy, c'est Mais ça a été un voilà, souci. Ça a été un souci. Voilà, sur le papier, c'est voilà. trop Non, cool, mais je vous ai etc. prévenu. Je vous ai prévenu, hein, Jérémy, j'ai prévenu. Ma vie, elle est dans un autre monde. Hein. Attention, j'ai prévenu aujourd'hui. Non, mais je te dis, On c'est n'est un pas souci. forcément. Hein, mais j'ai prévenu. Donc, alors, on revient un petit peu en arrière. Effectivement, tu as raison, Jérémy. Donc, comment ça se fait que tu aies ce réseau? Quel est ce réseau? Comment tu as eu l'intuition de bâtir ce réseau? Comment tu t'y es pris? Voilà, c'est des choses qu'on a besoin de comprendre. Alors, du coup, mon réseau, c'est plusieurs choses. La première, c'est évidemment le réseau personnel, c'est le premier cercle concentrique. Voilà, les uns et les autres. Moi, mes parents ne sont pas du tout issus du milieu de l'entrepreneuriat. Mes deux parents sont fonctionnaires. Donc, c'est des gens que je connais, que je peux rencontrer, etc. Après, très rapidement, en arrivant à Paris, j'ai commencé à, comment dire, en 2009-2010 à peu près, donc, je fais ma dernière année d'études et au même moment, je lance un blog puis une newsletter sur le tourisme qui est lié à mon mémoire d'études, tout bêtement. Je me dis, tiens, je vais partager un peu mes réflexions et élucubrations en ligne. Il s'avère que sans promotion, au fur et à mesure, c'est le référencement naturel joue en ma faveur. Donc, jusque-là, et c'est ce que je te dis, c'est-à-dire que jusque-là, sur le papier, tout va bien, mais en même temps, je ne maîtrise pas, ou en tout cas, il n'y a pas d'intention de ma part de gagner des clients ou quoi que ce soit. Ça se fait, je fais ça de manière un peu spontanée, et puis qui vivra verra, quoi. Donc ça grossit, Alors, ça grossit. stop. Là, c'est dingue. Donc, hein, c'est dingue. Donc, on est en train de se dire que, écoutez bien ça, parce que là, c'est dingue. C'est qu'à cette époque, alors, est-ce que c'est calculé ou pas? Est-ce que tu vas nous livrer tes secrets? Mais globalement, tu utilises le levier de ton mémoire d'études pour te dire, ben, finalement, je me suis énormément investi dans ce mémoire. Potentiellement, je n'ai pas tout raconté ou je vais essayer, pourquoi pas, ça peut être intéressant de partager cela. Et donc, tu crées un blog, donc un site Un web. blog sur WordPress, gratuit. Je peux encore regarder. L'adresse, c'est à l'époque tourismemartinique.wordpress.com. C'est-à-dire que je n'avais même pas de nom de domaine, tu vois, pour dire les choses. Et en gros, je puis, commence l'actualité touristique. Voilà. Mais du coup, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas bâtir une communauté. Et pour bâtir cette communauté, ce qui est à ton actif, c'est que tu vas être régulière. Tu vas en fait réussir à nailer, si je le dis en anglais, mais à trouver en fait une niche. Hein, c'est-à-dire que tu arrives à produire du contenu qui, au fur et à mesure, va intéresser une communauté toujours plus grande. Et toi, C'est tu arrives à être exactement ça. régulière. C'est exactement ça. Voilà, l'avantage, c'est que l'actualité, je suis étudiante, donc franchement, il n'y a pas du tout de calcul, il n'y a pas 2009-2010, il n'y a pas de volonté de ma part de gagner de l'argent. Je finis un stage, je commence ma carrière, donc je suis pas du tout dans cette optique. Mais par contre, j'aime bien partager en ligne mes trouvailles, mes commentaires, mes découvertes sur l'actualité touristique en Martinique. La chance que j'ai eue, c'est que personne d'autre ne faisait ça finalement. En tout cas, pas en ligne. Et donc, du coup, avec le site, je ne sais pas coder, en tout cas jusqu'à présent, je ne sais pas coder, mais il y a plein d'outils gratuits. Je ne sais pas coder, je prends une adresse wordpress.com et je mets en ligne au fur et à mesure ce que je trouve. Donc, une interview qui me paraît intéressante, une réflexion sur l'actualité touristique, une analyse, enfin, j'y vais gaiement, quoi. J'y vais, voilà, tranquille. Le seul truc que je fais au bout d'un moment, et je pense que c'est quelqu'un qui me l'a recommandé, je me souviens plus qui, mais voilà, c'est que je mets en place une pop-up de newsletter.
pour capter. À l'époque, je ne peux même pas te dire que c'était capter des leads. C'était juste avoir une adresse email où les gens vont recevoir ma newsletter de manière récurrente. Et je fais ça tranquille, donc je continue. Et en fait, pour le coup, j'ai envie de te dire, c'est un heureux hasard et la technologie qui font que ça remonte dans le référencement naturel. Et là, je commence à être sollicitée par des gens qui s'inscrivent à la newsletter ou par les médias, par la presse, etc. Et en fait, ça a été vraiment un des leviers de développement de mon réseau, en fait, de manière assez spontanée. Wow, ok. Donc là, c'est complètement dingue. Donc, juste pour essayer de synthétiser ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en fait, consciemment ou inconsciemment, parce que je pense que c'est toujours quand même un petit peu conscient chez Madeleine, mais en tout cas, la magie a fait que tu as réussi à créer un contenu qui réponde à une problématique qui n'était pas encore adressée pour une niche. Et on parle bien de niche là, l'actualité touristique. En Martinique, donc tu ne peux pas être plus... plus niché. Et pourtant, au fur et à mesure, tu commences à avoir de l'audience. Tu as le bon réflexe de créer cette possibilité que les gens s'inscrivent à ta newsletter, ce qui te permet aussi toutes les semaines ou régulièrement de leur envoyer un petit peu la newsletter pour savoir quel est le nouveau contenu à consulter. Exactement. C'est un effet un petit peu endogène comme ça. Et tu ne l'as pas dit, mais du coup, on a tous compris, c'est qu'à un moment donné, tu deviens une personne d'autorité sur le sujet en quelques mois. Exactement. Donc voilà, on commence à me solliciter sur le sujet. Il y a des porteurs de projets qui m'envoient des emails pour avoir mon avis ou se faire accompagner. Les médias me demandent progressivement des interviews, donc la presse locale ou autre. Mais c'est incroyable. Attends, quand même, laisse-moi te couper la parole parce que ce qu'on est en train de dire, c'est que tu n'as rien à vendre. Non, et les gens te contactent parce qu'ils ont des besoins et la qualité du contenu que tu as partagé est tellement incroyable que ces gens, du coup, se disent potentiellement que tu vas pouvoir les accompagner et du coup, c'est un petit peu eux qui te disent les problématiques qu'ils rencontrent. En fait, c'est eux qui te livrent un petit peu les premières pistes, peut-être qui vont te permettre de bâtir ton projet. C'est un petit peu ça, en fait. Clairement, moi, j'ai rien à vendre. Il faut imaginer, je suis en deuxième année de master, de communication. On commence à parler, on est vers 2010, tout ça, on commence à parler de monétisation des contenus, mais finalement, je ne suis pas assez outillée ni assez armée pour savoir comment prendre la chose. Et moi, mon vrai plaisir, en fait, c'était de donner mon opinion. C'est clairement ça qui m'importait, c'était de partager ça. Et donc, oui, au fur et à mesure, les gens commencent à me solliciter et j'acquiers progressivement. Et après ça, je m'installe dans le poste, finalement. Ce statut d'experte en tourisme. Je n'ai pas fait des études dans le domaine, je n'ai rien à vendre, mais si j'ai un avis et qu'il est pertinent, tant mieux. Et du coup, ça constitue un premier réseau hors cercle personnel que j'ai construit au fur et à mesure et qui m'a servi du coup par la suite, parce qu'en fait, après le site, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, tiens, tous les gens qui me sollicitent en ligne, je vais lancer des meet-up, en fait. Donc, voilà, on va se voir dans un bar ou autre, on va prendre un verre et on va parler tourisme, puisque c'est ce qui nous anime. Hein, donc, on était un peu des nerds, quoi, en train de parler tourisme. Et du coup, ça, globalement, ça grossit au fur et à mesure. Et à ce stade-là, non, j'ai pas de produit ni quoi que ce soit. Et par la suite, donc, il y a des gens qui me disent, mais comment vous allez faire pour durer si vous n'avez pas de réflexion économique sur le sujet, etc. Pour moi, c'est un hobby avant tout. Et donc, je commence à me poser, voilà, comment je vais faire pour gagner de l'argent. Mais à l'époque, j'ai pas besoin d'argent en vrai. Je rentre dans la vie professionnelle. Dans la vie professionnelle, j'ai juste plaisir, voilà. Et donc, je commence cette réflexion-là autour de sortir un premier produit. Donc, je pense que j'ai été parmi l'une des premières à sortir un e-book vers 2010, quelque chose comme ça. Donc, je sors un e-book. Ça se vend peut-être à une centaine d'exemplaires. C'était quoi, peut-être 12 ou 15 euros. Mais je me dis, ça y est, j'ai 1200 ou 1500 euros. Ça va, tu vois. Ça va pas me rendre riche, mais ça va. Mais
à l'époque, je sors l'e-book, note que j'ai même pas de statut entrepreneur ou quoi que ce soit. Ouais. Je suis. Mais ça, c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant. Excuse-moi encore de te couper, mais tu donnes tellement de valeur que je suis obligé de faire des stops à chaque fois de façon un petit peu éhontée, puisque je ne suis pas censé couper la parole. Mais ça, c'est quand même quelque chose qui est fort. Et je pense qu'il faut que dans ton parcours entrepreneurial, on s'en rende vraiment compte de cela. C'est qu'on pourrait dire que l'aventure entrepreneuriale ne commence pas au moment où on a les statuts, parce qu'en fait, le fait d'avoir des statuts ne fait en rien le fait qu'on soit entrepreneur. Et j'ai même envie de dire qu'à la limite, il faudrait presque être entrepreneur avant ces statuts. Et c'est un petit peu ce que tu nous montres là, c'est que finalement, tu as réussi à créer une communauté et c'est finalement l'ampleur, l'engagement sur cette communauté qui t'a fait te rendre compte que tu pourrais être entrepreneur et tu as testé finalement qu'est-ce que tu pourrais en faire de cette communauté, même avant d'avoir finalement un petit peu structuré une activité. Voilà, c'est ça. Hein. Clairement, non seulement à l'époque, tu vois, je pense que je savais déjà que je me disais, ben, tiens, la voie entrepreneuriale m'intéresse. En plus, c'était l'époque où on commence à parler de Xavier Niel, on commence à parler start-up, etc. Il y a quelque chose d'embryonnaire de ce côté. Donc, chez moi, ça fait tilt, mais je suis clairement pas structurée, j'ai pas d'outils pour ça, j'ai pas de réflexion intentionnelle finalement autour de ça. Donc, je me laisse un peu porter par la vague. Mais du coup, par la suite, ça va me poser des problèmes. Ça va me poser des problèmes parce que voilà. Ouais. OK. On a tellement de choses à voir qu'on fait juste une première conclusion là, hein, et après on va enchaîner. Mais ce qu'on est en train de dire, qui est absolument fou hein, pour répondre à la problématique, c'est que un entrepreneur qui a réussi à bâtir une communauté autour de lui, une communauté engagée, a presque le luxe, le double effet qui se coule de se dire que, c'est cette communauté qui va potentiellement lui parler de ses problèmes et va l'aider à trouver le produit ou le service qui pourrait vraiment être intéressant pour lui, pour cette communauté. Et deuxièmement, que ça permet de tester tout de suite, de ne pas avoir à vendre quelque part. Là, on répond à la problématique comment trouver et fidéliser des clients. Mais là, ce que tu es en train de nous dire, et c'est ce qu'on appelle l'inbound marketing, c'est que finalement, en réussissant à créer du contenu, en réussissant à apporter de la valeur en termes de contenu de façon régulière, on arrive à s'imposer en tant qu'expert, en tant qu'une personne d'autorité sur un sujet. Et en plus, quand c'est un sujet de niche, pour le coup, ça augmente le niveau d'expertise. Et en plus, ça fait que la vente est simple en fait. La vente est simple. Les clients viennent à nous et le discours commercial qu'on devrait avoir, etc., est diminué, j'imagine, parce que les gens te font confiance. Les gens, tu fais déjà partie de leur vie, entre guillemets, parce que toutes les semaines, ils te lisent, ils voient un petit peu tes humeurs, etc. C'est complètement dingue. OK, super. Allez, allons un petit peu plus loin. Alors, tu parles d'erreurs. Donc, nous, comme on n'a pas envie de faire d'erreurs, donne-nous un petit peu des erreurs à éviter. Moi, j'en ai fait beaucoup, hein, donc au moins comme ça, il y a un exemple direct. C'est-à-dire que, comme je disais au début, je me laisse un peu porter par ça. J'ai pas de réflexion autour de ça. J'ai pas fait de parcours en commerce, donc voilà. Et je pense que c'est aussi ma première erreur qu'ensuite j'ai corrigée. C'est-à-dire que pour moi, et par exemple, Manuel n'est pas du tout dans ce contexte-là, j'avais pas de structuration, comme je disais, intentionnelle. Je n'avais pas de vision, de cap de où j'allais. Et quand on se laisse porter, c'est le meilleur moyen d'atterrir où on ne sait pas où on veut atterrir finalement. Donc c'est clair. c'est clairement ça ma première erreur. Et de manière concrète, ça faisait que comme j'avais pas nécessairement de produits, j'avais pas nécessairement de grille tarifaire, j'avais pas nécessairement de voilà. Ça fait que j'étais sollicitée pour tout et rien en fait. Et ça, quand on a une entreprise, c'est généralement mauvais signe. En tout cas, avec le recul, je sais que c'est mauvais signe parce que quand on a quelque chose, quand on est très clair sur son positionnement, sur son offre, etc., les gens ne vous sollicitent pas pour, ils n'arrivent pas chez vous par hasard d'une certaine façon. Ils savent ce qu'ils vont trouver chez vous. Alors que là,
j'étais comme, tu vois, si on fait une comparaison avec un menu au restaurant, j'étais plus proche du buffet que du menu étoilé. C'est-à-dire que le Ouais. buffet, tu vas piocher, etc. dedans. Donc, pour moi, ça a été ma première erreur, Ouais. de ne pas Alors, être. juste pour synthétiser ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, tu as réussi à faire un truc qui est absolument incroyable, dont j'imagine tout le monde est jaloux, en tout cas moi je suis jaloux, d'avoir réussi à créer une communauté engagée, comme ça, sans même t'en rendre compte. Mais finalement, tu n'étais pas allé jusqu'au bout de dire que Non, ça devait être hyper clair quand on arrive, se dire ça tu fais pas, que j'arrive exactement. et je comprenne en une seconde, c'est pour moi, c'est pas pour moi. Et ce que j'ai imaginé, des conséquences, c'est que globalement, tu es partout, quoi. Tu fais tout. Et potentiellement, ça peut être même périlleux par rapport à la qualité de ce que tu fais, par rapport à ton organisation, par rapport à même pour savoir est-ce que tu vas dans la bonne direction ou pas. Mais Clairement. à y réfléchir quand même, Madly, est-ce que ce chaos, est-ce que ce désordre n'est pas quand même nécessaire pendant un petit moment? Parce que peut-être qu'aujourd'hui, ta vision est complètement claire, mais peut-être qu'il y a ce besoin de l'entrepreneur à un moment donné de se chercher pour comprendre exactement quelle va être son offre, quel va être son positionnement, et aussi accepter, même si c'est douloureux, de devoir dire non, de dire ben voilà, il y a 500 euros là, eh ben non, 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 ça ne m'intéresse pas. Voilà. Clairement. Je Est-ce que pense c'est pas qu'on passe. nécessaire? Mais surtout le fait de clarifier pour toi, qu'est-ce que ça apporte? Parce que quand on est entrepreneur en herbe, on a envie de se dire, ben, s'il y a 200 euros, 300 euros, 500 euros, 1000 euros, ben, je prends, je ne vais pas laisser de l'argent sur la table. Alors, Alors, du coup, est-ce que c'est nécessaire? Je ne sais pas. En tout cas, est-ce que c'est courant? ouais, Je pense que oui, surtout, et à mon avis, ouais, surtout sur les prestations de services, sur les prestations ok, intellectuelles. À mon avis, c'est courant. Mais si on prend ton cas, par exemple, avec Awitech, j'imagine que dès le début, tu savais que tu voulais faire de la formation. Donc, si on peut, est-ce que c'est nécessaire? Je ne sais pas, mais si on peut s'épargner ça, c'est pas mal. Et enfin, moi, ce que ça a apporté au fur et à mesure, parce que pendant un moment, j'ai navigué entre communication et tourisme. Donc ça aussi, c'était une erreur, c'était pas assez flou. Enfin, c'était trop flou. mm, Et maintenant, ouais, avec le recul, je ne l'aurais pas refait. J'aurais fait appel à quelqu'un où je me serais formée ou autre pour me dire, voilà clairement mon offre de service, voilà ce que je veux vendre, voilà mes produits, comment je veux monétiser, comment ça peut me rapporter. Parce que quand on a, pour moi, l'avantage d'être au clair sur ça, c'est qu'on sait dans quel sens on va et que d'une certaine ouais, façon, on est à la maîtrise de son destin. C'est-à-dire qu'on est en mesure ouais, de dire, ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi, ça, malheureusement, je ne fais pas ça. Et il faut avoir aussi ce courage-là. Alors, bien souvent, quand on commence, on veut tout faire. Et j'en parlais mm, encore récemment. Il y a cette idée qu'on va passer à côté d'opportunités, qu'on va manquer quelque ouais, chose, qu'on va passer à côté de mhm, bureaux, etc. Et c'est peut-être ça le plus dur, comme tu disais, c'est de réussir à se dire, voilà mon catalogue de produits ou de services. Ça, et ouais, bien sûr que ça peut me rapporter de l'argent. C'est pas pour moi. Et cette semaine encore, j'en parlais, tu vois. On m'a proposé, étant donné que j'ai ce passé un peu communication, tourisme, etc., mais que j'ai ouais, changé pour me focaliser sur l'événementiel et les tours, on m'a appelé en me disant, oui, Madly, on a une mission à 5 chiffres à te proposer. ouais, Sauf que c'était plus aligné malheureusement avec mon positionnement, ni avec ce que je voulais faire. En période de vache maigre, en plus, on se dit, ah, ben, pourquoi pas, bon, c'était pas le cas là, mais voilà, on peut être ouais, tenté, c'est normal, je pense, d'être tenté. Et ben, du coup, j'ai ouais, décliné, et ça, je l'aurais pas fait il y a quelques années. Hein. Je m'aurais dit, ouais, bien sûr, bien ouais, sûr que ouais, je prends. ouais. Je pense que avec le recul que l'on peut avoir avec Madly, mais c'est très difficile à comprendre. Mais avec le recul, globalement, l'idée, je pense notamment pour un prestataire de service, c'est qu'on s'en sortira toujours mieux si on délivre quelque chose de standardisé et d'exceptionnel, plutôt que si on est éparpillé et qu'on finit par délivrer ce que j'appellerais une commodité. C'est-à-dire que si demain, Clairement. Madly, j'appelle Madly et puis demain j'appelle Manuel parce qu'ils font exactement la même chose, il n'y a pas de différence, c'est vraiment une commodité. Du coup, il y a un souci. Et puis, il y a un autre point, je pense, c'est la qualité et ça rejoint la fidélisation. Si demain, je fais tout
ça veut dire que potentiellement, je ne fais rien de façon exceptionnelle. C'est impossible. Clairement. Donc, si je ne fais pas bien, à un moment donné, il y a un truc que je rate dans mes process, dans mes procédures, et pap, je délivre une qualité qui n'est pas au rendez-vous. Et bien là, je perds un client. Clairement. Hein. Clairement. Je perds un client. Donc c'est un petit peu ça qu'on apprend à dur. Et c'est vrai que quand on laisse passer voilà, des gros contrats, souvent quand on est prestataire de services notamment, il y a une nuit, on se dit, bon, est-ce que j'ai bien choisi? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Mais ce que tu nous apprends, Mali, et que je confirme moi en tant que, voilà, sur ma route d'entrepreneur de quelques années, c'est effectivement que la spécialisation, l'expertise sur un positionnement qui est clair, c'est toujours salutaire. Je suis totalement d'accord et ça c'est vraiment quelque chose que j'aurais, en tout cas que je garde clairement parce que c'est un apprentissage qui est fort. Il vaut mieux être bien confortable sur sa niche que d'être un peu partout. Et je le vois, hein, j'en discute avec des amis. Je prends un exemple concret. Bien souvent, on commence en tant que community manager et puis on nous dit oui, mais est-ce que tu ne saurais pas faire des sites web? Donc, je dis bon, bah, pourquoi pas, je vais faire un site web aussi. Ouais, mais est-ce qu'en même temps, tu ne pourrais pas nous aider sur créer des supports de communication? On se dit bon, ben, je ne vais pas passer à côté, etc. Mais du coup, l'offre principale sur le community management, où là, on est censé être expert, etc., on est peut-être très bon dedans, mais on sera peut-être moyen sur tout le reste. Et ça n'en vaut pas. Il y a ce côté un peu endroit où tu vas tout trouver, un peu bazar chinois, tu vois, pardon. Un peu bazar où tu vas tout trouver. Et ça ne fonctionne pas. Il vaut mieux être bien spécialisé sur sa niche, la maîtriser totalement. Et je pense que pour moi, c'est clé, en fait. Et l'une des façons où moi, je vois souvent avec le recul comment c'était pas clair, c'est-à-dire que j'avais du mal à dire clairement ce que je faisais. Et donc, en général, si tu peux pas expliquer clairement ce que tu fais à ta maman, à ton petit cousin, etc., il y a un truc. Et que bien souvent, même dans ce qu'on me proposait en termes de contrat, puisqu'à l'époque, les contrats arrivaient plutôt à moi, en tout cas, ce qu'on me proposait, c'était trop hétérogène. Et donc, pour moi, ces deux signaux-là, ça te montre que tu n'es pas clair ni avec toi-même, ni avec les autres, en fait, dans la façon dont ils te perçoivent. Ouais. Hyper fort. Oula, c'est dingue, là. Il va falloir consommer le replay plusieurs fois. OK. Alors, génial. Alors, maintenant, j'ai envie qu'on arrive au moment où tu te lances. Est-ce que, voilà, où tu lances vraiment ton entreprise, tu ne me vois plus. Ça dit, nous avons désactivé la vidéo car votre bande passante ou celle de votre intervenant est trop faible. Oui, mais c'est peut-être la tienne alors. Dites-moi si vous me voyez dans le chat. Me voyez-vous? Donc, parle-nous du moment où tu bascules. Ah, mais ça y est, on me voit. Du côté obscur de la force. J'ai demandé la fibre, mais elle n'arrive pas jusqu'à moi. Donc, parle-nous du moment voilà, où tu bascules du côté de la force. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Sur quel projet tu bascules? Et est-ce que là, tu as à chercher tes clients? Et si alors, du coup, moi, voilà, j'ai quitté la phase étudiante, j'ai commencé ma vie professionnelle, je suis passée chez l'annonceur, chez l'agence. Je me dis, naturellement, je vais proposer des prestations de communication. Donc, à la fois en conseil et en exécution. Et donc, ça se passe bien. Mon premier client, alors, c'est pas du tout dans le secteur du tourisme. En fait, il s'avère que j'avais aussi commencé à organiser des conférences ou en tout cas des rencontres, des meet-ups sur Paris. On sympathise comme ça et je pense que mon premier contrat, ça a dû être 1 500 € ou quelque chose comme ça. Et à l'époque, je suis encore positionnée que communication. C'est mon cœur de métier, c'est ma formation, voilà. Et c'est là où je dis qu'il ne faut pas se laisser porter, c'est que progressivement, on me sollicite de plus en plus sur des prestations d'accompagnement en tourisme et donc je les accepte aussi. Et du coup, je suis sur 2 pieds finalement entre prestations de communication et prestations de tourisme. Et c'est là, à mon avis, où voilà, mon positionnement devient trop flou. Mais j'ai quand même de la chance, c'est que les demandes continuent d'arriver. Donc, je suis tranquille et c'est ce que je disais, voilà, la première année en tant qu'auto-entrepreneur, je fais du chiffre en fait. Je fais du chiffre sans être très clair, mais finalement, pour moi, c'est du chiffre
non maîtrisé, c'est-à-dire un peu pas subi, mais je prends je prends ce qui arrive. Je prends ce qui arrive en me disant, de toute façon, il faut bien mettre du beurre dans les épinards, il faut bien grandir, etc. Donc, au début, je suis positionnée sur tourisme et communication. Enfin, d'abord communication, et puis progressivement, le courant m'emporte aussi vers cette histoire de tourisme pour aboutir finalement aux deux. Il est en plein, je suis en plein dans cette phase de tout venant. Oui, c'est pas bon. Quittez-la fort. Et du coup, et c'est là où j'ai dit que c'est là où, pour moi, c'est vraiment une erreur qui revient à ce qu'on disait. Mais au début, communication et tourisme. Je suis cool, je gagne un premier client à 1 500 €, un deuxième peut-être client à 800 €, etc. Mais à ce stade, en tout cas, je ne suis pas dans une logique structurée et active de démarchage client. Je n'ai pas de réflexion commerciale particulière. Je prends ce qui vient. Et je suis très contente de prendre ce qui vient jusqu'à ce que ça montre des limites. La limite, c'est que quand tu veux aller beaucoup plus loin, tu te dis, mais OK, il faut que j'ai une réflexion autour de ça, sur quelle approche je dois avoir pour aller plus loin. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que comme tu prends ce qui vient, tu n'es pas à la maîtrise de ton bateau. Donc, ça veut dire que pour planifier, pour avoir de la visibilité, tu ne sais pas quand est-ce que le client va arriver. Tu ne sais pas combien on va te solliciter puisque tu n'es pas à la maîtrise. Donc, voilà, peut-être que celui-là va te dire, voilà, 800 €, 2000 €, 500 €, etc. Comme je ne suis pas structurée non plus, donc finalement, j'ai cette démarche qui est surprenante, qu'on voit toujours que je vois beaucoup dans les métiers de conseil, les prestations intellectuelles, c'est que je dis au client, quel est ton budget? Et quand tu vas chez un avocat, tu dis pas, l'avocat ne te demande pas quel est ton budget et en fonction de ton budget, je vais te défendre ou pas, tu vois. Oui, tu pleures déjà pendant que tu montes l'escalier. Exactement, l'avocat, il est très clair sur ses honoraires et toi, c'est à prendre ou à laisser finalement. Mais dans des métiers comme ça, voilà, quel est ton budget, je m'adapte, etc. Donc, en termes de planification, finalement, j'ai beaucoup de difficultés puisque je ne sais pas ce qui va arriver, ni à quel moment, ni à quel timing. Mais ça se passe bien, voilà. Et puis, il y a un moment où je me dis, il faut avoir une approche un peu plus formalisée, voilà, plus structurée. Et progressivement, je change de cap. Et aujourd'hui, je suis très contente d'avoir changé de cap. OK. Alors, c'est complètement atypique, mais complètement génial, puisqu'on se rend compte que tu as eu toute une phase que moi j'appelle la phase communautaire ou inbound marketing, c'est-à-dire que tu as créé autour de toi, par ton réseau, par ton énergie, par les contenus que tu as produits, par les meet-ups, les rencontres, une communauté. Cette communauté t'a érigé en tant qu'autorité, puisque l'autorité vient toujours des autres, et donc du coup, ils t'ont sollicité. Très bien. Mais tu as bien eu un moment donné, quand tu bascules par exemple sur Welcome à la maison, par exemple, comment ça se passe? Du coup, c'est grâce encore à ta communauté ou là, tu dois chercher des clients parce que tu as aussi des clients. Ah non, là, quand même, tu vois, et c'est là que je te dis, on a atteint les limites. Donc, moi, Welcome, donc d'abord, j'ai commencé en auto-entrepreneur. 2016, j'ai atteint le maximum de mon seuil. Donc, à ce moment-là, je suis en mode pam, 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 ça y est, je suis reine du monde. Voilà, sans maîtrise, mais en tout cas, je suis reine du monde. 2016, je crée ma boîte. Et c'est là peut-être aussi où c'est un avantage, c'est que j'avais accumulé beaucoup de connaissances dans le milieu touristique. J'aimais bien l'événementiel. Je me dis, je vais lancer un salon parce que j'ai constaté que voilà, il y a ce souci auprès des loueurs saisonniers, auprès des hébergeurs touristiques. Donc, je lance Welcome à la maison. Donc, à l'époque, je vis encore à Paris. Alors, je te coupe quand même une seconde. On retient ce que tu vas dire, mais je pense que c'est quand même très, très, très important à entendre parce que faut pas qu'on passe trop vite sur ça. C'est que non, mais c'est important. Tu as identifié une problématique d'une niche. Je pense qu'il faut que, voilà, tu as identifié une problématique d'une niche. D'accord? C'est ça. Tu t'es dit, tiens, j'ai identifié qu'il y a un certain nombre d'individus, c'est une communauté, c'est une niche, mais ils ont un problème et ma mission, ce sera de résoudre ce problème. Voilà. Exactement. Donc, j'avais déjà vu, je ne sais pas si à l'époque, en tout cas, on en a parlé, j'avais eu un site, etc., une newsletter, et j'avais vu déjà que j'avais publié un article sur la location saisonnière et que ça avait explosé les stats.
tout le monde se posait tout le monde cliquait dessus. Et je me suis dit, excellent. L'aubaine. Il y a un truc là. Il y a un truc. Ouais. Génial. Et donc, Génial. du coup, je lance le salon. À l'époque, j'avais un peu d'argent, mais voilà, je n'étais pas non plus. Quand on va louer une salle à 5 000 euros, autant vous dire que le propriétaire de la salle, il ne fait pas confiance tout de suite. Hein. Je me rappelle qu'à l'époque, quand tu m'avais parlé, moi j'étais là. Ouf, j'ai fermé, c'est bien. J'étais complètement théorisé. J'étais complètement théorisé pour toi. Tu vois. Eh ben, ne t'inquiète pas, moi aussi, j'étais à Paris, donc j'organisais les choses à distance. Et c'est là aussi où peut-être j'apporte une nuance, c'est que bien souvent on dit d'identifier un besoin, etc. Et ça, je suis d'accord. Mais dans le cas des loueurs, finalement, le besoin était non exprimé. Tu vois, c'était latent finalement. Il n'y avait personne il n'y a pas de forum ou il n'y a pas des gens qui se plaignaient en disant j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'un événement comme ça. Donc le besoin était latent, mais j'avais repéré un peu des signaux faibles. Des signaux faibles. Exactement, ouais. qui confirmaient ça. Donc, je me lance depuis Paris dans mon événement. Je me dis, voilà, ce sera un événement où on va venir et le loueur, il vient, il est pris en charge pour avoir des ateliers, des conférences, etc., pour se développer. Je fais moi-même mon petit site, je vais réserver la salle, je trouve les intervenants, les exposants, et c'est là où la partie client arrive. Puisque sur un salon, il y a au moins 2 volets. Le volet B2C, donc ce sont les participants qui paient à la billetterie et qui entrent dans le salon. Il faut réussir à les trouver. Ça, c'est essentiellement par le biais de la communication qui se met au service de mes ventes. Et puis, il y a le volet plus rigolo des exposants qu'il faut réussir à convaincre. Donc, on ne va pas se mentir, hein, la première année, j'ai eu 8 exposants. Et je me disais déjà, ça y est, Maddy, tu as quelque chose. Heureusement, la troisième année, je suis passée à plus d'une trentaine, donc ça allait mieux. Mais moi, j'ai pris mon bâton de pèlerin, littéralement. J'ai conçu mon offre. Donc là, j'avais déjà plus cette réflexion-là, en sachant ce que je mettais dedans. Et je suis allée toquer, mais littéralement toquer. J'ai encore des photos où je me prends en selfie dans ma voiture à la porte des sponsors potentiels, des exposants, en disant, ben voilà, je suis un tel et mon projet, c'est d'organiser le salon des loueurs saisonniers, blablabla, blibli. On va pas se mentir, j'ai pris des noms, j'ai pris beaucoup de portes fermées. Mais le jour où j'ai signé mon premier sponsor, je me souviens, à 3 500 €, là, la terre ne me portait plus. C'était fini. Parce que je savais que j'en avais un. Donc, pour moi, si j'en ai un, je peux en avoir 3, 10, 40, 50. Je comprends. Ça me rappelle quand, pour la première fois, j'ai lancé la formation pour les demandeurs d'emploi, la fondamental du marketing digital, et où je parlais à plein de gens pour leur dire c'est bon, vous allez embarquer, et que pour la première fois, Pôle emploi a accepté un devis. Je me suis dit c'est bon, et voilà. C'est possible en fait. Possible. Mais moi, c'était clair et net. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Alors, juste, ce qui est intéressant, c'est que je souhaite que tu partages quand même, c'est comment tu arrives à faire le portrait robot de ce client. Comment tu choisis qui tu vas aller démarcher, comment tu t'y prends pour prendre les rendez-vous, est-ce que c'est des recommandations, est-ce que c'est du contact, tu prends ton téléphone, est-ce que c'est tu es la fille de quelqu'un, donc en fait tout le monde t'attend. I wish, mais pas du tout. Moi, pour le coup, non, pas du tout. Donc déjà, il y a 2 volets, comme j'ai dit, sur la partie participant, billetterie. Là, c'est essentiellement de la communication. Donc, faire entendre l'événement, etc., choisir la bonne programmation. Donc, je pouvais y revenir sur la partie B2B, puisque c'est là où c'est plus... j'ai dû plus m'investir d'une certaine façon. Donc, j'étais à distance. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'étais à Paris, j'ai envoyé des emails en disant bonjour, j'aimerais vous rencontrer, sans préciser aux gars que je suis à Paris, tu vois. Moi, je vais juste, je suis Maddy chez LinkedIn, je suis la fondatrice, à l'époque, j'avais encore toujours le site, donc ça servait. Je suis la fondatrice du site Véhicule Rifanti. Je travaille sur un salon des loueurs saisonniers. Voici la plaquette. Donc, la plaquette, pour le coup, était léchée. En même temps, j'ai un background en communication, autant utiliser ça. Et j'aimerais vous rencontrer pour voir dans quelle mesure une collaboration serait possible. Donc, et tu vois, je me souviens que le sponsor qui m'a donné 3 500 €, le premier mail que je lui ai envoyé, je me suis trompée dans son nom. Ça, au moins, c'est très clair.
Je me suis trompée dans son nom et il m'a renvoyé un email en me disant vous vous êtes trompé de destinataire. Et j'ai dit c'est pas grave, on peut quand même se rencontrer. Il a accepté. Et du coup, donc, en termes d'approche, donc un premier contact par email où j'expose rapidement, succinctement le projet, je sollicite un rendez-vous. Moi, ce que j'ai visé, puisque c'est ça aussi, j'ai visé, donc c'est-à-dire j'avais cartographié les secteurs liés à la location saisonnière qui pouvaient être pertinents. Donc, l'assurance, la photographie, le marketing, etc., etc. Donc, j'avais cartographié tout ça. Dans cette cartographie, j'avais mis les noms des entreprises qui m'intéressaient. Donc, j'ai listé avec mon petit tableur Excel. Donc, j'ai fouillé le web, j'ai fouillé Facebook, etc. Et pour aller encore plus loin, j'ai essayé de trouver le nom soit du dirigeant, soit du responsable marketing de chaque entité, en fait. Et donc, parfois, j'avais le contact parce que tu trouves le contact en ligne. Parfois, j'ai appelé des secrétaires pour demander, voilà, je veux joindre monsieur Untel, comment est-ce que je peux faire ça, quoi, vraiment à la dure. Et une fois que j'ai mis le pied dans le bureau, je me suis présentée en disant, voilà le projet, voilà machin. Évidemment, on vous demande qui vous êtes, si vous avez déjà organisé des événements, d'où vous sortez, en fait. Limite, à deux doigts de me demander qui monte qui papa ou quoi. Et donc, j'explique ça, j'explique que ça s'est jamais vu, etc. Et j'arrive à trouver en tout cas des arguments pour séduire, comme je te dis, 8 exposants et 2 sponsors à l'époque. Donc, je suis tout juste, mon seuil de rentabilité est atteint, mais voilà, je ne suis pas non plus super bénéficiaire de ce côté. Mais en tout cas, ça couvre les frais de l'organisation de l'événement. Tu vois, ça couvre la salle, ça couvre les dépenses de communication. Je me dis, j'ai quelque chose. C'est pas l'idéal, mais j'ai quelque chose et c'est déjà pas mal. Génial, incroyable. Et sur la partie B2C, donc les clients, les participants, donc comme vous et moi, c'est quelle stratégie que tu mets en place pour les trouver? Alors là, sur la partie B2C, je réfléchis, je me dis qu'est-ce qui va faire les gens venir? C'est entendre parler de l'événement et donc voilà, mais du coup, à l'époque, je ne vais pas dépenser beaucoup parce que mon événement, c'est la première fois, je ne veux pas investir en dépenses publicitaires, donc je parie sur les relations avec les médias. C'est-à-dire que quand on travaille avec les médias, il y a 2 pôles, la régie publicitaire et les médias, les journalistes. Moi, je me focalise sur les journalistes. Je fais un communiqué de presse, un dossier de presse. Et comme les journalistes ne relaient pas d'informations strictement publicitaires, d'événements ou autres, etc., je glane des données en fait sur la location saisonnière pour leur montrer que, au-delà de l'événement, ça s'inscrit dans une approche, dans un sujet économique. Ça s'inscrit dans un sujet. Alors, on est obligé de s'arrêter là. Là, cette astuce-là, mais ça fait très mal. Là, elle vous donne ça comme ça, Madeleine, mais retenez ça. C'est tellement puissant. Donc ça, il faut vraiment le retenir. Ça doit rester un tip, une astuce de ce webinaire. C'est qu'aujourd'hui, si vous voulez réussir à ce que la presse parle de votre entreprise, il faut que vous arriviez à apporter du contenu non commercial. Et du coup, ça fonctionne à tous les coups. Voilà, nous, on vient de le faire avec Arbitech, avec notre étude sur les réseaux sociaux. Voilà. Ça fonctionne à tous les coups. Donc là, c'est vraiment un type. Ça veut dire que si je suis dans la petite enfance, il faut que je fasse une étude qualitative. Voilà, et puis je sors mon étude et puis j'en profite pour parler de mes services, etc., etc. Ça fonctionne à tous les coups. Le deuxième point qui est quand même intéressant, il faut le signaler, c'est que je pense que si vous essayez de contacter un journaliste de TF1 et qu'à la limite vous arrivez à lui parler, je pense qu'il ne va pas vous répondre, ou sinon il va dire coucou et bisous, quoi. Voilà. L'avantage sur nos territoires, que ce soit la Guyane, la Martinique ou la Guadeloupe, c'est que on est quand même sur des territoires qui sont plus petits, et donc il est possible d'arriver à toucher ces journalistes, déjà même par les adresses génériques des relations, des rédactions de presse, et que finalement ça aille au bout. Voilà. Donc ça, c'est un super tips, une super astuce. Merci de nous avoir partagé ça, Maddy, et je te laisse continuer. Ah, pas de souci, avec plaisir. Mais voilà, les journalistes ne relaient pas l'information purement commerciale. Ils relaient une information. En fait, bon, après ça, c'est le background en com, mais en gros, il faut leur donner un sujet clé en main. C'est-à-dire un sujet clé en main, et il faut savoir vers quoi se tourner.
C'est-à-dire que si, par exemple, vous n'avez pas d'image à montrer, pas de vidéo, pas etc., la presse, la télé aura beaucoup plus de mal parce que la télé a besoin d'images. Alors que la radio, en revanche, ça fonctionne plutôt bien. Enfin bref, donc voilà. Donc moi, je fais mon dossier de presse et j'ai l'avantage d'avoir quand même un sujet qui est assez controversé. C'est la location saisonnière versus les hôtels, forcément. Les hôteliers, quoi. Ouais, exactement. Ouais, donc je bâtis tout un discours autour de ça, etc. Et en parallèle, et donc les médias ont joué le jeu, je les en remercie. Et en parallèle de ça, je me dis, ce qui va faire venir les gens, en tout cas c'est un parti pris pour mes événements, c'est d'avoir une programmation avec du contenu original et exclusif. Donc là, derrière mon petit truc, je me dis, qui est-ce que je peux faire venir? Je vais faire venir Airbnb. Et donc là, je cherche à contacter quelqu'un d'Airbnb, je trouve machin, bam, je trouve la personne d'Airbnb à San Francisco en charge de la Martinique et de la Guadeloupe à Airbnb, je la contacte et tout, et par un heureux hasard, elle accepte de venir. Elle accepte de venir gratuitement à l'événement pour faire une conférence. Et donc là, si tu veux, j'avais mon top, ma tête d'affiche, tu vois. J'ai ma tête d'affiche, je sais qu'Airbnb va attirer du monde. On est obligé de s'arrêter là, encore une fois, mais j'avais dit que ça allait être lourd, j'avais prévenu. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de se dire là? C'est que, comparativement à l'époque où Madly, tu nous dis tu parles dans tous les sens, là, ton projet est tellement clair. Ah oui, clairement. En fait, après, ça devient sans limite. Donc, du coup, tu joues même avec toi-même et tu te dis, bon, c'est quoi le truc le plus gros que je pourrais faire, quoi? Ah oui, clairement. Là, je suis en mode machine de guerre. Ouais, tu te provoques toi-même, quoi. Tu dis, ben voilà, c'est quoi le truc le plus énorme que je pourrais faire? Et puis, boum, tu te dis, voilà, sur un malentendu, et c'est parti. Et je me rappelle qu'à l'époque, tu m'avais contacté pour Google, etc. En fait, il n'y a pas de souci, quoi. C'est zéro limite, on y va, c'est ficelé. Ah, c'est ça, hein, globalement. Et puis, paf, ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne. Moi, j'avais même pas de. Heureusement, quand j'ai contacté Google, Manuel m'avait donné le contact, donc gardez Manuel dans vos vies. Mais en gros, moi, pour le coup, tu vois, autant je pouvais être déstructurée ou que sais-je à un moment, autant je me fixe pas j'ai pas de censure. J'ai pas de censure, c'est-à-dire que je vais chercher les intervenants qui, pour moi, apportent la meilleure valeur ajoutée. Et c'est gentil. La meilleure valeur ajoutée. Et je me dis, mais qui est-ce? Voilà, de toute façon, c'est comme un concert. Hein. Un concert de Beyoncé va peut-être plus attirer qu'un concert avec une autre artiste. Donc, je me dis, qui est-ce qu'il faut faire venir pour que les loueurs se disent, ah ben oui, et même au niveau des médias, quand j'annonce, donc je fais un premier communiqué en mode save the date, voilà la date à noter, je mets le dossier de presse, ok, la location saisonnière, machin, mais quand j'annonce que Airbnb va venir en Martinique, je sais que j'ai tout gagné. Non, mais là, c'est fini. Là, c'est fini, quoi. Je sais que j'ai tout gagné. Elle est OK pour donner des interviews en plus. Donc, elle est. Non, mais c'est dingue, c'est dingue. Donc, voilà. Je pense à quelque chose quand même qui est important que je veux partager là, c'est que Madly est fille de fonctionnaire, moi aussi. Et je pense que c'est peut-être le cas de personnes, c'est-à-dire que je veux dire, c'est pas tant le fait d'être fonctionnaire, mais de parents qui ne sont pas du tout chefs d'entreprise, qui ne sont pas du tout entrepreneurs. Et être entrepreneur, c'est vraiment un mindset, c'est vraiment culturel. Moi, j'ai eu la chance de faire HEC et c'était des choses qui étaient évidentes, alors que moi, je ne comprenais rien de ce mindset-là. Et il y a quelque chose qui est vraiment important, je pense, pour les entrepreneurs en herbe ou les plus confirmés qui nous écoutent, et je pense qu'ils en sont convaincus, ben, c'est de vous entourer de personnes qui ont fait ou sont en train de faire la même chose que vous. Parce que quand Madly me dit, moi, je fais venir à Airbnb, ben forcément, je me dis, mais si elle l'a fait, je peux le faire. Voilà. Donc, c'est aussi le fait, enfin, je peux le faire pour mon business, par Airbnb. Mais oui, j'ai bien compris. C'est ça l'idée. Je pense que c'est vraiment important. C'est que le fait de fréquenter des gens qui sont en avance pour vous, ça va permettre de décupler votre ambition. Le fait de vous entourer de gens qui ont aussi un visage sur vous, qui voient votre potentiel que vous n'assumez pas potentiellement, justement, eh ben, elles vont vous donner une idée. Tout à l'heure, j'étais en train de parler avec quelqu'un, elle m'a proposé quelque chose, je fais « Waouh, le truc est tellement énorme !» Je me dis « Oula, mais tu as fait passer le truc dans une autre dimension. » Jamais j'y aurais pensé. Et pas parce que c'est une idée incroyable, c'est juste parce qu'en fait, je m'étais mis des limites. Et ça, c'est très, très intéressant ce que tu dis. Alors, toi,
tu as réussi à le faire par toi-même, mais c'est vrai que des fois, culturellement, ou même comme on est, on ne pense pas forcément à ça, et c'est le fait de s'entourer d'un environnement positif, d'entrepreneurs, et pas des gens qui vous disent c'est quoi l'entreprise s'ils ne l'ont jamais fait eux-mêmes, parce que ça ne compte pas, mais des gens qui peuvent être potentiellement inspirants parce qu'ils ont fait ce que vous rêvez de faire, qui peut aussi vous permettre de mettre la barrière plus haut. Je te laisse continuer. Donc, pas de souci. Donc, voilà, la première année, on va pas se mentir, hein, personne n'y croyait. Et j'ai même un sponsor qui m'a dit avec le recul, honnêtement, je me donnais de l'argent, mais c'était un peu parce qu'on se connaissait sans plus, quoi. Je me disais, de toute façon, j'ai pas grand-chose à perdre. Donc, la première année, quand même, donc je fais l'événement. Donc, il y avait moi et ma stagiaire de l'époque et une copine que j'avais prise en freelance. Mais en gros, j'ai mobilisé toute ma famille pour dire les choses. Ils étaient tous là, bénévoles, etc. Et donc, on reçoit quand même 300 personnes. Donc, je me dis, j'ai quelque chose, tu vois. Là, à ce stade-là, je me dis, j'ai quelque chose. Et du coup, les années suivantes, donc j'avais déjà fait venir Airbnb. L'année suivante, j'ai fait venir Booking en Martinique et en Guadeloupe. Pareil, hein, j'ai pris mon petit email, j'ai dit bonjour, est-ce que j'organise Oui, et tel puis là, truc? ouais. Et puis tu peux dire là, Airbnb était l'année dernière, quoi, tu vois. Et c'est ça Là, l'avantage, une en fois que fait. c'est lancé. Et c'est ça l'avantage, c'est-à-dire que tu as déjà eu une tête d'affiche super importante, tu as déjà Ouais, prouvé que tu en étais capable. Et surtout, ouais, c'est aussi ouais. l'avantage, c'est que tu es gonflé à bloc, quoi. Tu te dis, si j'ai déjà C'est eu ça. Airbnb, il n'y a pas de Ouais. raison qu'on me dise non. En tout cas, si on me dit non, faut pas le prendre. Ça ne remet pas en question Oui, mes c'est ça. compétences ni sur le plan personnel. Ouais, C'est ouais. juste que la personne n'est pas dispo ou que sais-je. Donc j'ai fait venir un booking, on est reparti. Donc là, je fais Martinique, Guadeloupe. La Guadeloupe, ben, pareil, j'étais encore à Paris, même pour la deuxième édition. Donc, ben, pareil, je viens plusieurs fois dans l'année, je planifie tout. À l'époque, il n'y avait pas de visioconférence autant que voilà. Ouais, c'est ça. Et c'est aussi quelque chose qui est important, je pense, c'est-à-dire que bien souvent, on se dit que pour trouver des clients, ben ça y est, il faut être sur le digital, sur Instagram, sur Facebook, etc. Mais il y a des métiers, je pense, en tout cas des secteurs où il faut faire du porte-à-porte. Il faut faire du Ouais, démarchage, il faut solliciter les gens, il faut aller au contact, en fait. Parce que ben, les bien sûr. décideurs, bien souvent, autant pour le B2C, je pense que ça va encore sur les réseaux sociaux, Ouais, mais pour certains décideurs, un contrat ne se scelle pas via Instagram. Il faut aller, ouais, aller à la rencontre de la personne. Et je pense qu'encore plus sur nos territoires insulaires, le contact humain est très important, tu vois. Les gens ont ok. besoin de mettre un visage sur un nom, de te rencontrer, de t'évaluer aussi d'une certaine façon. Donc voilà. Et puis ça continue à croître. Après ça, on est allé chercher. Alors je parle des enseignes internationales, mais on a eu aussi des enseignes locales comme Manuel qui est venu, Villa Véo, etc. Donc on a fait, en gros là sur Welcome à la maison, on a fait venir les trois plus gros. Donc c'est-à-dire Airbnb, Booking et Expedia. Du coup là, il faut se poser la question de qui tu fais revenir, de qui tu fais venir la prochaine fois. Ouais. Mais voilà pour mon approche Ok. en tout cas sur les clients. Comme je sais que tu n'as pas mangé et Ah je non. sais qu'il y a encore beaucoup de choses, et on a dit qu'on tenait en 1 heure, mais je savais que ça allait être compliqué. Comme Adli m'a dit, mais qu'est-ce qu'on va dire? Je ne t'inquiète pas, ça va aller. J'ai envie quand même qu'on parle de fidélisation, parce que là, pour le coup, malheureusement, on n'aura pas le temps de voir tout, mais voilà, comment ça se passe cette fidélisation quand même? Parce que là, pour le coup, tu as, entre guillemets, sur ton événement, tu as pour moi 3 clients. En fait, tu as tes clients B2C, c'est-à-dire les personnes qui viennent sur le salon. Tu as tes clients un petit peu B2B, c'est-à-dire ceux qui mettent l'argent pour les stands. Et puis, un peu tes clients partenaires qui sont les bookings, Expedia et autres. Du coup, potentiellement, ça peut être intéressant que vous gardiez des relations cordiales. Comment ça se passe et est-ce qu'il y a un intérêt à fidéliser et comment ça se passe? En tout cas, comment tu t'y prends, toi? Alors du coup, il y a deux, donc comme tu as dit, il y a bien trois niveaux, donc 3 volets. Sur le volet des participants, donc individuel, moi, mon approche, c'est que je parie beaucoup sur le contenu, la qualité de la programmation. OK, Et du coup, OK, ben, par exemple, il y a des clients qui sont venus les 3 années d'affilée, les 3 années du d'accord, salon, qui OK, sont venus les 3 affiliés et qui sont venus parfois en Guadeloupe, parce que je m'assure d'avoir un programme qui se renouvelle constamment, toujours apporter de la nouveauté, soit de la nouveauté, soit de l'originalité, soit de l'exclusivité. En gros, c'est les... Madeleine ne le dit pas, mais parce que c'est tellement logique et simple pour elle, mais je me permets quand même d'expliquer que du coup, tu as quand même constitué une base de données, du coup. Oui,
hein, Oui. sur le premier événement, hein, qui a permis de capitaliser sur ces personnes qui étaient déjà venues et donc de ne pas repartir de zéro. Hein. Ah non, mais clairement, je passe par un logiciel de billetterie, j'ai les emails. Moi, dans le formulaire d'inscription, j'avais demandé tout de suite à la personne si elle était porteuse de projet, déjà en activité, etc. Donc, ça fait aussi que je sais quel type de profil j'ai. Et à la fin de chaque événement, il y a un questionnaire de satisfaction dans lequel on demande si les gens sont satisfaits, mais aussi on demande des thèmes qu'ils auraient aimé voir abordés, en fait. Et donc, du coup, ça nourrit aussi, au moment de l'élaboration du programme, de la conception éditoriale, etc., ça nourrit aussi ça. On se dit, tiens, tel thème, on ne l'a pas encore abordé, tel thème, on ne l'a pas encore abordé, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment le contenu qui fait ça, les contacts déjà noués et communication, tu vois. Et là, par exemple, sur 2022, je me dis, l'un des trucs, je me dis, tiens, est-ce qu'il ne faut pas faire un programme avec des niveaux? C'est-à-dire que ceux qui étaient porteurs de projet il y a 1 ou 2, 3 ans, aujourd'hui sont peut-être déjà en activité, donc il faut leur proposer quelque chose déjà plus en mode intermédiaire. Alors que ceux qui entrent dans la boucle, ils vont plutôt aller vers un programme plus débutant, tu vois. Donc je me dis, ok, si j'arrive à séquencer le programme, ça peut apporter de la valeur, ajoutée qui permet de fidéliser. Et ce qui me fait plaisir, c'est, tu vois, dernièrement, j'étais à Bâtir. Il y a une dame qui me dit, mais quand est-ce qu'on revient le salon? Et je lui dis, ça dépend du préfet. Et donc, ça fait toujours plaisir de savoir que les gens ont acté ça dans leur agenda, en fait. Donc ça, sur le côté B2C. Sur le côté B2B, au niveau des exposants sponsors, bien sûr qu'il faut fidéliser parce que c'est une fois qu'on a fait ses preuves, on est en mesure de faire augmenter le panier d'achat, en tout cas le contrat moyen, en proposant des options complémentaires, en disant, on a constaté que la première année, vous aviez pris peut-être un stand de 4 mètres carrés, pourquoi ne pas passer plutôt un stand de 8 mètres carrés, puisqu'aujourd'hui, vous avez plus de produits. Et surtout, nous, on a des exposants ou des sponsors qui, suite à ce salon-là, ont développé des produits spécifiques, en fait, pour les loueurs saisonniers. D'accord, oui. Et donc, du coup, ils ont encore plus de choses à vendre. Donc, moi, j'entretiens le lien. En gros, je n'arrive pas seulement quand j'ai besoin d'eux, quoi. Ouais, c'est ça. J'essaie d'entretenir le lien régulièrement en leur disant, on leur passe un petit coup de fil, une petite information. Donc, pour certains, on a vraiment noué une relation au-delà du salon. Je peux voir une information passer, je le renvoie spontanément et vice-versa. Et enfin, pour du coup, les partenaires, les têtes d'affiche un peu qui vont venir. Donc là, j'ai eu de la chance parce que jusqu'à présent, en fait, ils ont toujours payé leurs frais de déplacement et tout ça. Donc pour moi, c'est pas, au début, en tout cas, ils n'ont pas donné d'argent, mais en tout cas, c'est un vrai, ça te soulage en termes de charges. Parce que pour faire venir quelqu'un d'Airbnb de San Francisco, voilà. Et donc, du coup, comment on fidélise? Pareil, c'est en envoyant à la fin de l'événement, moi, j'envoie un book avec les photos de l'événement, avec le questionnaire de satisfaction, avec comment ça s'appelle, la revue de presse aussi globale, parce qu'il faut se dire aussi que ces personnes-là, aussi bien que les exposants et les sponsors d'ailleurs, ils ont besoin de valoriser leur participation en interne, en fait. Et donc, moi, bien sûr, on va leur demander des comptes. Bien sûr. On va leur demander des comptes. Et donc, mon parti pris, c'est de leur faire un truc prêt à valoriser, tu vois. C'est-à-dire que quand tu arrives devant ton comité de directeur ou ton comité stratégique, tu te dis, bam, le fait d'aller à Welcome à la maison, ça m'a permis d'avoir tant. Ça m'a généré ça en termes de notoriété, de contact client. Les participants étaient extrêmement satisfaits de ma conférence, etc. Et du coup, c'est plus facile quand tu reviens l'année suivante, quoi. Ok, dingue. Bon, là, c'était censé être un webinaire, c'est devenu une masterclass. Oui. Non, Madly, merci beaucoup. On sera obligé de te réinviter parce que là, on a traité une partie des sujets, mais c'était vraiment dense, c'était vraiment riche. Moi, je vais même regarder le replay. Merci beaucoup. Vraiment beaucoup de valeur. Merci pour ceux qui... On en veut plus, là, ouais. Je sais. Merci pour ta transparence, pour ton énergie. Je pense que c'est hyper inspirant aussi pour les entrepreneurs en herbe qui nous ont écoutés. C'est possible. Voilà, tu as plein de remerciements là qui tombent. Merci beaucoup, Madly. Et puis, on va te réinviter.
Et puis, merci pour ceux qui étaient connectés et qui ont donné la force, qui ont posé les questions. Et à très, très bientôt. Merci, Madeleine. Merci, Manuel. À plus tard. Bye bye. À plus tard. Bye bye. Hop.